Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un passionné de ballon rond, de compétition et de bien d'autres choses. Ancien joueur, passé par Rouen, Lille ou Bari, devenu entraîneur, notamment à la tête de l'équipe 3 de l'AS Monaco pendant 10 ans. De la Kings League au Tech Ball, il est amoureux du foot sous toutes ses formes. Bonjour Grégory Campi. Bonjour Geneviève. Ça te va quand je dis que tu es un amoureux du foot? Moi je pense que c'est pas que du foot, mais... Non, c'est surtout amoureux des personnes, de l'être humain. C'est plus que le jeu proprement dit. C'est vrai que les rapports humains m'intéressent plus que le jeu. Bah, c'est pas un hasard, tu viens quand même d'un sport collectif. Tu démarres assez vite le foot, non? T'es petit quand tu commences? Oui, je démarre à l'âge de peut-être très très tôt, puisque je suis mon frère, qui a 3 ans de plus que moi. Donc forcément, je pense qu'à 3... C'est une histoire de famille. Ouais, 3-4 ans déjà, j'étais déjà sur les terrains avec mes crampons au stade des Moneghetti. Ouais. Tu fais du foot, t'es joueur, t'as une carrière de joueur assez remplie. Là, j'ai cité des clubs dans lesquels t'as joué, mais t'as joué longtemps et t'as joué beaucoup en plus. Hein. T'étais un joueur... tu ratais pas beaucoup de matchs dans la saison, quoi. C'est-à-dire que... Alors, à part mes 3 ans et demi à Bari, où j'étais, je pense... au prime de ma carrière, parce que c'était en première division en Italie à l'époque où le championnat italien était vraiment, vraiment relevé avec des joueurs comme Zinedine Zidane, Ronaldo le Brésilien, où là, j'ai eu du mal à me faire ma place, mais comme je suis tête dure, je voulais absolument y arriver, et je pense que je me suis cassé les dents en voulant rester 3 ans et demi, en espérant jouer, donc... Mais voilà, sinon les clubs où j'étais, j'ai surtout pas triché. Et j'ai donné tout ce que j'avais. Et bon, on le paye un petit peu aujourd'hui, puisque c'est vrai qu'entre les genoux et les hanches, c'est pas facile. mais si c'était à refaire, je le referais de suite. Tu vois, c'est ça. Hier soir, on avait une discussion ici dans la rédaction. On parlait du retour de Pogba. Et je sais plus qui me disait, mais enfin, Geneviève, il n'a pas joué pendant plus de 2 ans. Je ne sais pas si les gens se rendent vraiment compte de l'intensité du foot, d'un match de foot, de ce que ça représente, en fait. C'est de plus en plus compliqué, puisque à mon époque, on était des joueurs affûtés, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est des vrais athlètes. C'est vraiment des vrais athlètes. Bon, toi, c'était un athlète quand même, hein. Tu t'entraînais beaucoup. On va dire que si j'ai fait une carrière, c'est pas grâce à mes qualités de football, mais plus à mes qualités physiques et surtout mentales. Mental, mais il en faut aussi dans le football. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend le cas de Paul Pogba, ça va pas être facile pour lui de revenir. Et on le voit, puisqu'à chaque fois qu'il essaie de revenir, ça lâche quelque part. À chaque fois, il s'abîme quelque part. Hein. Mais il va y arriver, je suis confiant. C'est vrai ? Ouais. Parce que tu sais qu'il y a les pour et les contre. Hein. Il y a ceux qui disent un joueur qui n'a pas joué pendant 2 ans, à ce niveau-là, c'est plus possible. Et il y en a d'autres, et notamment les Américains, dans le foot américain, puisqu'ils ont des blessures très longues. C'est des gars qui peuvent rester 1 an sans jouer, comme Aaron Rodgers, que j'ai vu jouer hier soir. Ça faisait 1 an qu'il n'avait pas joué. Ils reviennent quand même. Hein. Ouais, mais c'est tout dans la tête, en fait. C'est tout dans la tête. Ça m'est arrivé. Je me suis opéré 4 fois du même genou. Et pourtant... 4 fois Et pourtant, je suis revenu et j'ai rejoué en Ligue 1 avec Lille. Et alors que le professeur Franceschi... la légende, hein. Qui malheureusement... Qui avait été opéré par les plus grands. Malheureusement, il nous a quittés il y a quelques années. Il m'avait téléphoné le soir de mon retour, Lille-Guingamp, et je me souviens, j'étais dans la voiture. Il m'avait vu dans Jour de foot à l'époque, il y avait Jour de foot, tu t'en souviens? Et il m'avait téléphoné, j'étais en voiture avec ma femme et mes parents, et il m'avait dit aujourd'hui, médicalement parlant, c'est pas possible que tu puisses rejouer au très haut niveau. Et pourtant, je l'ai fait. Et voilà, et pas qu'une fois, quoi. Et pas qu'une fois. Donc, c'est vrai que après, encore une fois, c'est dans la tête. Tout est dans la tête. Alors justement, si tu me dis c'est dans la tête, est-ce qu'il y a des recettes que toi, dont tu pourrais nous parler? Parce que c'est bien hein, de penser qu'on a de la volonté. Moi, j'en ai, par exemple. Ça marche pas toujours, quand même. Hein. Ça suffit pas toujours. Alors, aujourd'hui, il y a des outils qu'on connaît un peu plus avec tous les coachs mentaux qui sont sur le marché. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Bref, l'important, c'est de trouver
le bon le coach mental qui te correspond. Ouais. Moi, je sais que si j'avais eu un coach mental à l'époque, du temps de ma carrière, j'aurais fait, je pense, une autre carrière. Encore plus ? Oui, je pense. Parce que j'ai pas fait que des bonnes choses dans ma carrière. Hein. J'ai eu des réactions des fois pas terribles quand tu joues pas. Tu devais pas être un joueur facile. Non, j'étais pas facile pour mes entraîneurs, j'étais pas facile pour mes coéquipiers. Je voulais tout le temps gagner. Je comprenais pas pourquoi un coéquipier pouvait lâcher alors que moi je lâchais rien. Mais en même temps, j'avais pas ses qualités techniques à lui. Donc mais voilà, ça je l'ai compris très tard. Et aussi quand je suis passé entraîneur. Les premiers mois, j'étais persuadé que tous les joueurs étaient comme moi en fait. Et c'est pour pas le citer, mon adjoint qui était Stéphane Porato à l'époque, qui me dit mais Greg, mais il faut que tu comprennes que les joueurs en fait ils sont pas tous comme toi. Et voilà. Bon, ça je te rassure, on est un peu tous logés à la même enseigne. Ouais. À partir du moment où tu as un management de groupe, tu peux pas t'attendre à ce que tout le monde réagisse exactement comme toi tu réagirais. Exactement. Ça a dû être d'ailleurs quand tu es passé de l'autre côté de la barrière. Ça a dû être une épreuve, ça. Alors au début, ça a été très dur. Je sais que ça me plaisait. Je me souviens, j'ai un souvenir quand Michel Aubéry me contacte et me demande de récupérer cette équipe 1 de l'association, qui est une équipe mythique pour l'association, puisqu'elle a toujours été PHA, PHB, il y a toujours eu... L'association, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, c'est le club amateur, ce qu'on appelle le club pas professionnel. En fait. Exactement. Et en fait, quand il me demande, j'arrête... je suis dans la création d'Aldente, puis en plus, on me propose ça. Comme tu l'as dit, on est amoureux du football. Je me lance là-dedans, et je sais que ça me plaît, mais il y a un truc qui me va pas. Et je l'ai compris après, c'était clairement ça, c'était que je comprenais pas pourquoi un joueur pouvait lâcher, pourquoi... voilà, et j'ai dû travailler là-dessus. Et forcément, après, on passe des diplômes et on travaille tout ça. Ensuite, j'ai fait aussi des formations de coaching mental qui sont pour moi très, très, très importantes dans le sport de haut niveau. Et petit à petit, on se forme. Aujourd'hui, un jeune entraîneur arrive et forcément, il n'a pas tous les codes. Donc ça m'est arrivé, et encore aujourd'hui, j'ai encore plein de choses à apprendre, et voilà, mais il faut rester ouvert, l'esprit ouvert, et surtout, encore une fois, être bienveillant, c'est le plus important, je pense. Ouais. Finalement, moi je t'écoute et je me dis, on a cette image d'Épinal du footballeur qui passe un peu à travers, voilà, et non, quand on t'écoute, en fait, le football t'a enseigné beaucoup de choses, quoi. Le football, le football, c'est la vie, en fait. Parce que le football, on peut être le football professionnel, je parle, on peut être très, très tôt, très haut, puis en même temps prendre une bonne brique dans la tête et redescendre très, très bas, ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvé dans des situations où j'avais plus de club, j'ai été opéré 2-3 fois du genou, j'avais une femme et des enfants, ça a été les montagnes russes. C'est pas facile, le métier de footballeur. Non, mais alors... Évidemment qu'on se doute que c'est pas facile, d'abord parce que quand on est de l'extérieur, on se doute qu'avec autant d'appelés et aussi peu d'élus, c'est une expression consacrée, mais moi je trouve qu'elle est très très parlante. Il y a beaucoup de gens qui voudraient, et il y en a peu qui finissent par le faire, avec succès. C'est-à-dire qu'effectivement, mais tu parles de ta femme et tes enfants, il faut pouvoir les faire vivre. Alors, on sait que dans le football, il y a de l'argent, mais enfin, il faut pouvoir les faire vivre avec ça. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as hésité, où tu t'es dit, c'est peut-être pas la meilleure voie, parce que t'as quand même, là tu en parles très vite de ta femme et tes enfants, il y a la responsabilité, il y a autre chose que toi, quoi. Ouais. Il y a eu une période juste avant Bari, j'étais à Rouen en national, j'arrivais de Lille, justement, Lille qui était tombée en Ligue 2. Ils ont eu un parcours chaotique, le club. C'était vraiment la période compliquée. Et ils s'étaient séparés de 80% de l'effectif. C'était mon premier passage à Lille, parce qu'après j'y suis retourné avec Claude Puel. Et là, je pars à Rouen en national, où le club, pareil, est en train de déposer le bilan. Pas très bien assis. Donc on n'est pas payé pendant 6 mois.
c'est compliqué, il y a des joueurs qui font grève. Moi, je me dis, à quoi bon faire grève? De toute manière, c'est pas parce que tu joueras pas que tu vas être payé. Donc, je joue avec des jeunes, qui normalement ne devraient pas jouer avec nous. Ouais. Et pourtant, finalement, en fin de saison, la fin de saison arrive et c'est une période où on faisait un bon parcours en Coupe de France. Et en fait, ce match arrive et il y a le recruteur de l'AS Bari qui vient et qui regarde ce match. Et je m'en souviens, c'était contre Nancy, Rouen-Nancy. Et en fait, je tape dans l'œil de ce recruteur qui me demande de venir une semaine à l'essai à Bari. Mais avant ça, je me souviens en avoir discuté avec ma femme, à dire mais à quoi bon, voilà, ouais. J'ai 23 ans. Ça fait 1 an de galère à Lille, 2 ans de galère avec Rouen, c'est compliqué, voilà. Et ensuite est arrivée ma bonne étoile, et je suis parti une semaine à Bari, j'ai fait une super semaine. Il me demande de rester une 2e semaine, je reste une 2e semaine et je ressors avec un contrat de 3 ans en Serie A. Et à partir de là, on va dire que le vrai football commence pour moi. Ouais. C'est mentalement, tout à l'heure tu disais tout est dans la tête. Mentalement, c'est quoi qui tient? Parce que là, tu dis que tu dis à Estelle, hein, c'est ta femme. Ouais. Tu lui dis à quoi bon? C'est quoi qui tient? C'est quoi l'élément dans ta tête qui fait que tu lâches pas? C'était, je me souviens très très bien. C'était que, en fait, plus personne me disait non, tu vas y arriver. Tu vois, c'était presque bon, écoute, ok quoi. Et en fait, moi, je me souviens très très bien. Je me souviens très très bien où j'étais à ce moment-là où je me dis dans ma tête, mais non, mais là, c'est pas possible, il n'y a pas moyen. Je vais y arriver quand même. Et je m'en souviens très bien. Et pour te dire, je me souviens même le quartier. J'étais à Monacoville. Pour te dire, c'était vraiment une période où c'est dur quand la saison se passe et tu arrives en fin de saison et tu sais que ton club va se casser la gueule, que tu vas devoir faire repartir, les balises, les machins. L'UNFP, aller faire des matchs pour te montrer, c'est compliqué. Et là, je me disais, mais c'est pas possible. Et finalement, derrière, je continue encore avec Rouen et voilà, il faut une part de chance aussi. Pour y arriver, bien sûr, il faut la saisir, il faut bien l'attraper, il ne faut pas la rater. C'est ce que j'ai fait. Mais je me souviens très, très bien m'avoir dit là, il n'y a plus personne qui y croit. Là, toi, tu vas y croire. Et j'ai bien fait. Ouais. Alors après, on en parle toujours. On dirait un film d'Hollywood, le moment où le mec est désespéré, que ça rebondit. Ouais. Voilà, il y a un truc qui se passe. Est-ce que toi, tu as eu des signes? Est-ce que quand tu arrives à Bari, par exemple, tu dis « je fais une super semaine », est-ce que tu le sens dans tes jambes que tu es en jambes, justement, et que tu vas dans le bon sens? Ouais. Je sais, dès le... En fait, j'avais tellement la dalle, j'avais tellement la grinta que je suis arrivé la première semaine, je me souviens, j'étais avec mon frère, mon père, il m'avait accompagné. Et même la famille, quoi. Ouais, et même eux m'avaient dit « oh, là, t'es bien en fait ». mais voilà, et la première semaine se passe. Bien sûr, tu signes pas dans un club de Serie A comme ça, rien qu'avec une semaine d'essai. Alors qu'à la base, ils étaient venus voir un joueur de Rouen, je me souviens, l'attaquant. Moi, il savait même pas qui j'étais. En fait, il m'avait vu vraiment sur ce match-là, en fait. Et il me demande de faire une 2e semaine, et je fais une 2e semaine encore meilleure. Et quand le président Matarese, qui était un très très gros... Parce que tu te retrouves vite face à des dinosaures. Mais là, je me retrouve... moi, j'étais à Rouen, j'étais à Lille, j'étais au Gazélec d'Ajaccio, à Rouen, où on allait à l'entraînement en survêtement, quoi. Je veux dire, tu vois, on allait tranquille, on allait en claquette presque. Là, je me retrouve à l'entraînement avec des mecs qui arrivent en costume, avec des mecs qui arrivent avec les chauffeurs. Parce que c'est bien que tu fasses... Enfin, c'est bien, évidemment. Mais parce que le foot, c'est une chose, mais le football italien, c'est encore autre chose. Et surtout, le football italien des années 2000, alors là, c'est encore autre chose. C'était en 96. Et j'arrive là et je me dis, mais c'est quoi ce monde, en fait? C'est quoi ce monde? Pourtant... Les types, ils arrivent avec des berloutis aux pieds, des sacs en cuir, c'est autre chose, quoi. Et moi, je me souviens, je m'étais apprêté quand même, tu vois, j'avais été, comme on ne connaissait pas, j'avais été en jean. Mais en fait, pas du tout. En fait, ils arrivaient en costume, les mecs. En costume. C'est une religion là-bas, tu vois. En plus, j'arrive dans une ville du sud de l'Italie. Où, on n'a pas parlé de Bari. Mais c'est tout à l'heure, quand tu m'as dit j'arrive à Bari,
pour le coup, là, c'est une vraie transition, parce qu'on Ah a ouais. beau être du Sud, puisque bon, toi, tu es né ici, hein, tu es né à Monaco, tu as grandi ici, mais Bari, c'est encore autre chose. Hein. Ben, on va dire que quand j'ai quitté Monaco à 16 ans pour rentrer au centre de formation de Ouais. Rouen, Ah oui. ça a été aussi une étape, parce que tu quittes ta famille, tu quittes tes copains. Tu quittes ton ciel bleu. Je venais de rencontrer ma femme, pour le coup. C'est vrai. Ouais. Vous vous êtes rencontrés si jeune que ça. Ouais, on avait 16 ans. Hein. Enfin, moi, j'avais 16 ans. Donc, À l'américaine, quoi. à l'américaine. Donc, À l'américaine. je dois quitter La tout fiancée ça. du lycée, quoi. Ouais, c'est clair. Et pourtant, je la connaissais pas parce qu'on a grandi ici, moi aussi, je l'avais jamais vue. Tu vois. Et donc voilà. Ouais, enfin, et ça, c'est un peu ta vie. Hein. Tu tombes un peu sur les gens au moment où il faut. ouais, c'est clair. Et si tu veux quitter tout ça à l'âge de 16 ans et monter à Rouen, en Normandie, dans la ville qu'on appelle le pot de chambre de la Normandie, où il pleut tous les jours. Ouais. Mais je voulais tellement y arriver et je voulais tellement. Alors, je pleurais tous les soirs. Hein. Vraiment, c'était vraiment très compliqué. Ça a été déjà compliqué. Mais ensuite, c'est vrai que la transition France-Bari, Ah ouais. là, j'ai dit, ah ouais, là, c'est le sud, le sud, tu vois. Alors aujourd'hui. Puis c'est une autre langue, c'est une autre façon de vivre. C'est clair. Et puis, c'est des fanatiques, hein. C'est le sud de l'Italie. Quand je suis arrivé. T'as senti la pression? Ben dès le premier entraînement, quand je vois qu'il y a 500 personnes qui nous regardent, rien que pour l'entraînement, je me dis, voilà, le dimanche, je me souviens, c'était Bari-Naples, premier match que moi je vois dans la tribune, parce que je n'avais pas encore signé, et je vois 80 000 dans le Stadio San Nicolas. Je me dis, ouais, là, faut pas se déchirer, en fait. Tu vois. Il y a Jean-Luc Ettori, qui était à ta place il y a quelques temps, qui me dit le truc qui me restera gravé, c'est entrer sur une pelouse où il y a 50, 60, et sentir ce bouillonnement-là. Il me dit, c'est un truc qui me faisait battre le cœur différemment. Ouais. Ça te faisait le même effet ou pas? Bon, après, voilà, Jean-Luc, je vais pas me comparer à Jean-Luc parce que ça serait. Non, mais enfin, entrer dans le stade de Bari, ça devait c'est être vrai. quelque chose, Bari, alors là où moi, ça m'a vraiment fait quelque chose, j'ai eu vraiment deux moments où je me souviens très très bien et j'en ai encore les frissons. C'est mon premier match à San Siro où je rentre à San Siro et je vois ma famille. San Siro, pour les gars qui nous écoutent, qui ne savent pas, c'est Milan. Hein. Ouais, Milan ou l'Inter de Milan. C'est Milan AC ou l'Inter, ils partagent le stade. Et si tu veux, quand je suis rentré, je vois ma famille dans la tribune, je me dis, waouh, mais là j'y suis en fait. Tu vois, et en fait, quand tu rentres à San Siro, c'est un mur, quoi. Tu regardes devant, c'est un mur, à droite c'est un mur, à gauche c'est un mur. Ça a été vraiment, voilà, j'en ai encore des frissons. Et ensuite, mon premier match, pour le coup, à Naples, au Stadio San Paolo, maintenant rebaptisé Diego Maradona, où là, Naples aussi, c'était quelque chose. Ça m'avait fait un petit peu ce que tu es en train de me dire, que Jean-Luc t'avait dit. Sinon, je rentrais sur le terrain, j'étais tellement concentré sur le match, tu vois, j'ai pas de souvenir d'une grosse ambiance. Oui, peut-être une fois avec Lille en Turquie, ça avait été un peu chaud. Avec la Louvière en Belgique, pardon, en Coupe Intertoto, ça avait été un peu chaud. Mais sinon, j'ai pas de. Non, mais j'étais focus terrain, moi. Et du coup, ça te manque pas alors? Bon, là maintenant, quand je te pose cette question, j'ai l'impression quand même que il y a du temps qui a passé, il y a des choses qui se sont passées dans ta vie qui font peut-être que. Ouais. Alors, ça me manque pas parce que j'ai vraiment fini HS. J'avais vraiment mal. J'avais mal de partout. J'avais mal au genou, j'avais mal à la hanche. J'arrivais pas à finir un entraînement sans aller dans le bain froid avec des glaçons. Ça devenait compliqué. Tu vois, ça a été un soulagement d'arrêter. Et alors toi, quand tu entends les joueurs, notamment les tennisman, qui disent mon corps n'y arrive plus, hein, j'ai entendu Nadal qui disait ça, il disait j'aurais bien aimé continuer, mais mon corps n'y arrive plus. C'est ce que tu es en train de me décrire. Clairement, moi j'y suis vraiment arrivé à ça. J'ai dit je veux pas faire l'année de trop, mais je veux pas non plus me tromper. Donc j'y ai été. Je pense que j'étais trop loin. La dernière année à San Remo, on était à l'époque en national français, donc en série C. Je me souviens, c'était une souffrance. Mais comme ça me tenait à cœur d'avoir commencé la saison, je voulais la finir. Et que bon, j'ai été malgré tout un cadre de cette équipe. Il y avait plein de petits jeunes et tout. J'ai été au bout. Mais à la fin, quand ça s'arrête, je suis limite heureux parce que ça devenait compliqué. Maintenant, ce qui me manque, c'est sûr que c'est la vie de footballeur. Ce qui est top, c'est que tu as du monde autour de toi et forcément, encore plus aujourd'hui,
tu as juste à penser à être bien physiquement, à bien te nourrir, bien t'hydrater, bien dormir. Tu arrives au stade et là, tu es pris en main. Et voilà, et c'est vrai que ça, tu es un petit peu chouchouté, on va dire. Ouais. Tu vois donc voilà, c'est vrai que ça, c'est agréable, c'est appréciable. Ça me semble incroyable d'ailleurs, parce que tu parles de ça alors que tu l'as mentionné tout à l'heure rapidement, mais toi, dès que tu arrêtes ta carrière, tu fais 2 choses en même temps. Hein. Tu te lances dans un projet entrepreneurial, tu décides de récupérer un local pour monter un resto. Alors, d'où ça sort, et encore pas tout à fait un resto, hein, parce qu'au départ, ton concept, c'est les pâtes qu'on récupère vite. Quoi. Moi, je me souviens, hein, tu me dis, tu sais, je vais vendre des pâtes aux gens, ils vont venir le midi, en 5 minutes, ils auront mangé. Et je me suis dit, c'est une drôle d'idée, quoi. Ouais, c'est vrai que personne n'y croyait. Et on revient un petit peu à ce que je te disais tout à l'heure quand il était question que j'arrête ou de continuer, juste parce que personne n'y croyait. Je disais, oui, je vais vendre des pâtes. Ouais. Je veux que les gens mangent des pâtes. Alors, j'avais plein de gens qui me disaient, mais on ne mange pas des pâtes tous les jours. Alors que j'arrivais d'Italie où on mangeait des pâtes tous les jours, tu vois. Donc, voilà. Et surtout, c'était dans un quartier à Fontvieille, dans un local où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Donc, ça a été compliqué pour faire venir tout ça, tu vois. Ça a été, les gars, j'ai une idée, on va monter un resto dans un endroit où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Ouais, parce qu'à la base, c'est une cave. Hein. C'est une cave. On mettait, pour te dire la vérité, on mettait tous les déménagements qu'on faisait dans le foot, tu vois, avec ma femme, quand on allait à droite, à gauche, on dit, on mettait tout là, tu vois. Et du coup, j'y ai cru, tant mieux. Et puis voilà. Tu n'as pas seulement cru, c'est-à-dire que... Et là, c'est un moment important quand même, hein, pour tous ceux qui te connaissaient, y compris moi. C'est que tu sors du terrain, mais quand tu dis je vais vendre des pâtes, effectivement, c'est toi qui es derrière le comptoir et qui vend les pâtes. Hein. C'est personne d'autre. Hein. C'est pas que tu as mis de l'argent et que tu as fait travailler des gens. C'est-à-dire qu'effectivement, si on voulait trouver Greg à l'époque, il fallait aller là, quoi. Exactement. Et dis-toi que, bien évidemment, moi, à l'école, c'était pas mon meilleur coup, puisque, voilà... c'était pas mon meilleur coup. Voilà. J'adore. Je me souviens, un jour... c'est une anecdote perso, mais je vais quand même la dire. Un jour, il y a quelqu'un qui me dit qu'est-ce que tu vas offrir à Greg pour son anniversaire ? J'ai dit des livres. Et j'arrive et je te pose les livres sur la table et tu me dis ah non mais franchement juste des livres à moi. Non mais c'est clair, non mais voilà. Et du coup quand je pars sur ce projet là, je me dis mais en fait il y a de la compta, il y a du stock, il y a tout ça quoi, tu vois. Et en fait je me mets à fond là-dedans. Moi qui voilà, j'avais des bases vraiment basique, hein, vraiment un truc, voilà. Écoute, je me suis mis à prendre des cours de compta. J'ai été très bien accompagné par mon comptable. Et voilà, ça me tenait à cœur aussi de pas avoir d'associé, de le faire tout seul. Ouais, parce que tu te lances là-dedans seul. Tout seul. Alors bien sûr accompagné de la famille, bien sûr. Qui est bienveillante, bien sûr, mais voilà, je disais... mais enfin, il ne travaille pas à ta place. Non, il ne travaille pas à ma place. Et c'est vrai que pendant 10 ans, tous les midis, je me suis amusé avec ce petit boui-boui, on va dire. Mais par contre, ma très grande fierté, c'est que ça va faire 18 ans. Aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai encore les mêmes employés depuis 18 ans, que ce soit ma sœur qui elle, a ouvert un deuxième Al Dente comme franchise à Beau Soleil, et surtout Yannick et Cécile qui sont encore avec moi. Et ça, c'est une très, très grande fierté. Au-delà du fait que ça marche depuis 18 ans et que tout le monde est content. Tu dis, moi, pendant 10 ans, c'est-à-dire que le moment où tu décides de ne plus y aller tous les jours et de prendre... pas de franchiser, mais en tout cas de prendre la gérance, ce qu'on appelle gérance dans la restauration, c'est-à-dire quelqu'un qui verse un loyer pour exploiter. Voilà. À ce moment-là, tu n'y vas plus, par contre. Donc, ça te survit. Alors, en fait, il est arrivé le moment où le football a pris le dessus, a repris le dessus. Again. Voilà. Et en fait, j'ai des propositions en National 2, en National 3, où il faut des diplômes pour entraîner. Ouais. Alors, j'avais un premier diplôme qui s'appelle le BEF pour pouvoir entraîner jusqu'en Régional 1, mais ça ne m'intéressait plus d'entraîner à ces niveaux-là. Donc, il fallait que je passe le DES.
et pour aller entraîner en National 3, National 4, National 2. Et si tu veux, je pouvais pas gérer le resto et en plus faire les semaines à Clairefontaine, passer des diplômes. Moi, j'ai la mentalité de faire une chose à la fois et bien la faire et pas courir derrière 3-4 projets et en rater un. Donc, j'ai pris la décision justement parce que j'étais bien accompagné au restaurant avec Yannick, Cécile et ma sœur. Et du coup, je leur ai proposé ce projet-là. Ils ont accepté, ce qui m'a vraiment permis d'avoir le luxe de pouvoir repartir dans le football, passer mes diplômes et aller entraîner en National 3 d'abord à Villefranche, Saint-Jean-Beaulieu, pour ensuite aller à Évian-Thonon. T'as pas l'impression quand même que tout ça, quand on regarde de l'extérieur, et je pense que ceux qui nous écoutent, ils vont être d'accord avec moi, tout ça, ça semble très simple quand tu l'expliques. Ça semble très facile, ça s'enchaîne, ça se fait bien. Ça coule, quoi. Ben en fait, il faut que ça reste logique. Il ne faut pas que ça soit compliqué. Moi, je pars du principe que dès que ça devient compliqué, c'est que ça part du mauvais pied et que ça ne va pas aller au bout. Donc, tout s'est fait naturellement, avec les bonnes personnes. Moi, j'ai une grande chance. Alors, je ne sais pas si c'est une qualité que j'ai ou si c'est de la chance. C'est peut-être un peu les deux. C'est que je m'entoure très bien. Je m'entoure très très bien et mon succès aujourd'hui, que ce soit al dente ou que dans le football ou quoi que ce soit, c'est parce que j'avais les bonnes personnes autour de moi et je les remercie parce que sans eux, aujourd'hui, al dente, oui, ça fait 18 ans, ça marche bien, mais tout seul, j'aurais pas pu le faire non plus. Aujourd'hui, un garçon comme Yannick, Cécile, Déborah, ma sœur, voilà, ils m'ont accompagné et c'est important aussi de les citer, quoi. Je veux dire, mais s'ils restent, c'est aussi que je dois avoir de bonnes choses, tu vois. Donc, Non, mais ce que j'avais envie de te dire, c'est il y a aussi des ondes. Enfin, on dégage quelque chose quand on y croit. Ouais. Tu vois, il y a quelque chose qui est presque de l'ordre de l'insaisissable, quoi. Quand tu y crois, tu parles pas des choses de la même manière que les autres. Ouais. Moi, quand j'y crois, c'est que j'y vais à 1000%. Voilà. Sinon, j'y vais pas. Donc, et là, dans ma tête, j'ai encore plein de projets. Oui, parce qu'on n'a pas encore parlé. On a parlé beaucoup du passé. On n'a pas encore parlé de l'actualité. Parce que toi, tu fais un pas encore très surprenant. Après al dente, c'était quand même un pas méga surprenant. Lâcher al dente, c'était un pas surprenant, parce que je serais tentée de te dire, quand on a un truc qui marche, voilà, tu le lâches sans le lâcher, mais tu t'en vas. Et là, tu t'engages avec la Kings League. Alors là, c'est ce que je te disais juste avant qu'on démarre. Tu passes d'une carrière de footballeur assez classique. Tu joues au football, y compris en Italie. C'est le football le vrai, celui que nos pères ont connu, nos grands-pères, etc. Et là, la Kings League, on est dans autre chose. On entre dans un nouvel univers. Et pourtant, tu prends le pari, quoi. Ouais. Non, écoute, franchement, c'est le plus beau pari que j'ai pris de toute ma vie. Vraiment. Alors qu'à la base... Le gars va me dire, comme Nadal, le meilleur titre, c'est le dernier. Et écoute, parce que après, moi, tu sais, je suis pas un vieux combattant à dire ça, c'était bien, c'était top et tout. C'est fait, il faut vivre avec son temps. Et là, pour le coup, vivre avec son temps, je l'ai pris en pleine figure, tu vois. Et c'est vrai que... mais encore une fois, les planètes sont alignées parce que je suis à Évian. Voilà, il se passe des choses dans ma vie privée qui sont pas terribles. Donc, je veux rentrer sur Monaco et rester avec ma famille et pour soutenir tout le monde et être avec eux aussi pour moi parce que ça me fait du bien d'être avec eux. Ce qui fait que j'ai pas de club. Je veux rester tranquille. T'es entraîneur quand tu dis je suis à Thonon, tu es entraîneur. Oui, entraîneur à Thonon. Et voilà, donc j'ai besoin de cette saison de transition, d'être avec ma famille et rester avec eux. Et voilà, donc 6 mois passent. Et au bout de 6 mois, j'ai pour le coup le manager de Squeezie, de Lucas, qui rentre en contact avec moi et qui me parle de ce projet fou que j'avais entendu parler de ce projet de Gérard Piquet qui avait inventé un nouveau concept football. J'avais un petit peu regardé, j'avais trouvé ça incroyable d'avoir eu cette idée-là. Tu vois, j'ai dit, mais c'est incroyable. C'est de l'entertainment quand même. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et pour le coup, là, il a été visionnaire, notre ami Gérard Piquet. Et si tu veux, quand ce manager m'en parle, j'en parle forcément à mes enfants.
qui sont un petit peu plus, tu vois, ouverts que moi au réseau. Et quand je leur dis que Squeezie veut monter son équipe de Kings League en France et faire le championnat de France sur 3 ans, moi, Squeezie, en fait, je sais pas qui c'est. Je sais pas forcément qui c'est, tu vois. Et voilà, et c'est là où mes enfants qui ont 24 et 25 et 22 me disent, mais papa, attention quand même, parce que Squeezie, c'est costaud. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, tu vois. Donc, je me renseigne, encore une fois, je prends le truc à 100%. Je me dis, OK, bon, alors, je vais regarder. J'ai vraiment, pendant 2 jours, étudié la Kings League. Et en fait, je tombe dans le truc à me dire, mais en fait, le concept, il est exceptionnel, en fait. Il est exceptionnel. Donc, j'avance petit à petit. Je rencontre une première fois en visio Squeezie. Ouais. Et ça match de suite, en fait. Ça match de suite avec lui et ses équipes. Et ça prend comme ça, en fait. Ça prend... ils me disent que c'est dans des conditions professionnelles, en fait. Je me retrouve dans un c'est vraiment pas... c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai l'impression d'être dans un club de Ligue 1. Parce qu'ils me mettent dans des dispositions où ils me disent tu t'entoures de qui tu veux. Tu as ça à disposition, tu as ça. Je me dis, mais ouais, non, mais ça, c'est costaud quand même, tu vois. Et en fait, on part là-dedans et outre le concept qui est exceptionnel, c'est surtout les gens que j'ai rencontrés. Encore une fois, les rencontres. Pour moi, les rencontres, c'est très important. C'est encore plus important que gagner ou perdre les rencontres. Et là, j'ai rencontré des gens exceptionnels, brillants. Ouais. D'abord brillants, mais vraiment brillants. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde dit, ouais, youtubeurs, ouais, moi, les youtubeurs, ouais, les influenceurs, ouais. Et je faisais partie de ces gens-là avant de les rencontrer. C'est ce que j'avais envie que tu me dises aussi. Ouais. C'est-à-dire que ça tombe quand même un petit peu au hasard complet. C'est-à-dire que tu n'as pas d'appétence particulière pour ce monde-là. Hein. Ah non. Au contraire, tu vois, j'ai pas honte de dire presque, je me dis, mais attends, mais ce mec-là, il s'est filmé en jouant à la PlayStation, tu vois. Mais en fait, derrière ça, mais si tu savais le travail qu'il y a, et en fait, que ça soit Lucas, que ça soit ses équipes, que ça soit d'autres youtubeurs connus comme Amine Mathieu, comme Michou, ouais. En fait, les mecs, ils sont visionnaires, en fait. Leur cerveau, il est on 24 heures sur 24. Mais vraiment. Ouais, alors moi, j'aurais tendance à te dire c'est presque culturel pour eux, parce qu'ils ont grandi avec ça. C'est-à-dire que peut-être que nos générations, alors la mienne, la tienne, et puis quelques-unes derrière, jusqu'à eux, il y avait des moments où c'était off. Parce qu'il y avait des moments où il ne se passait rien, soit qu'on on n'était pas connectés, puis on avait le téléphone, il y avait le fil dans la maison. Enfin, je veux dire, c'est clair. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte de ce que c'était, mais eux, ils ont vécu. Moi, je vois nos enfants, puisque mon fils, il a l'âge des tiens. Ils sont connectés du matin au soir. Ils ne vivent pas l'instant comme nous. Il y a ses avantages et ses inconvénients. Ouais. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ces gens-là, ils ne sont pas là par hasard. Aujourd'hui, que ce soit les 10 plus gros youtubeurs français que maintenant je connais, tu vois, et que je côtoie, que ce soit Jilcy, Maxime Biaggi et tout ça, tu vois. C'est toi qui les présentes à tes fils. Si tu m'avais dit il y a quelques années que j'allais te parler d'eux maintenant, je t'aurais dit, mais je sais pas qui c'est en fait, tu vois. Mais en fait, les mecs, ils sont vraiment visionnaires. C'est vraiment incroyable. Puis bon, la production de contenu, puisque là on parle de gens qui produisent du contenu, qui inventent des histoires qu'ils racontent à des gens, des concepts d'entertainment, de liaison avec ces gens. Les producteurs de contenu, ce sont des gens qui souvent ont besoin de faire participer, y compris dans leur vie privée, ils ont besoin de faire participer les autres. Ils sont ouverts, quoi. Ils sont très ouverts. Et tu vois, pourquoi je suis parti aussi là-dedans ? Parce que de suite, Squeezie et ses équipes m'ont fait comprendre que s'ils faisaient la King League, c'était pas pour rien, en fait. Tu vois, il fallait la gagner. Parce qu'il fait pas les choses... Ça y est, on y est. Voilà, tu vois, il fait pas les choses pour se rendre ridicule. Et si tu regardes le GP Explorer, qu'il a fait il y a 15 jours, enfin il y a 3 semaines, un mois, voilà, je veux dire, le mec, quand il fait des trucs, c'est pour être au top du top. Et ça, j'ai dit, ça me plaît. Parce que le truc que tu décrivais tout à l'heure, de cette espèce de frustration d'entraîneur, de ne pas retrouver la même implication, le même engouement chez tes joueurs que chez toi, c'est un truc qui quand même t'a drivé un peu dans tout ce que tu as fait. C'est-à-dire, il fallait que ce soit toujours pour le plus, quoi, ou pour le mieux, ou pour le... T'as une sorte d'exigence.
Ah ben l'exigence, il la faut. Et je te dis encore une fois, ce qui m'a plu, c'est que Lucas et ses équipes sont très exigeants. Mais vraiment. Mais déjà envers eux-mêmes, tu vois. Et ensuite, bien sûr... Vous avez des discussions où ils te disent non, ça c'est nul, on va pas faire, et toi tu te dis mais ah ouais, t'es sûr que c'est nul? Alors, pareil, aujourd'hui, ce qui est avec eux, ce qui est incroyable, c'est que tout ce qui est football, ils me laissent faire et ils sont demandeurs. Et moi, je suis demandeur sur d'autres choses, tu vois. Par exemple, tu vois, les équipes de Lucas, pour pas citer son agent, bah, si tu regardes le Merci Internet, le documentaire sur Lucas, sur Squeezie, Laurent fait partie de ce documentaire, c'est son agent. Mec brillant, mec, voilà. En plus, on a le même âge, tu vois. Et je lui demande énormément de choses, même sur gérer une situation ou quoi, parce que franchement, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Là, je te dis comme ça, on s'en rend pas compte, mais il laisse rien. Le détail, c'est d'une importance incroyable pour eux, tu vois. Et ça m'a plu, mais vraiment beaucoup. Et ensuite, pour mettre en place cette équipe de Kings League, c'est pas juste, allez, tiens, on va faire le championnat Kings League, tu prends 13 bonhommes et puis voilà. Non, il y a des try-outs, il y a des essais à Clairefontaine. Ensuite, il y a une draft. C'est quand même du vrai foot. À un moment donné, il y a des mecs qui jouent avec un ballon. Ah ben, le niveau, c'est des joueurs de National 2, National 3. Tu vois, donc c'est déjà un super niveau. Super niveau. Ouais. Quand on est monté 2 jours sur les try-outs, les essais à Clairefontaine, déjà ce qui est mis en place là-haut, je me suis dit, voilà, je suis très très haut niveau, quoi. Dire, on assiste aux entraînements. Tu as 50 gamins qui viennent le samedi matin, 50 autres le samedi après-midi, 50 le dimanche matin, 50 le dimanche après-midi. Au bout de 10 jours, tu reçois, toi, le staff, une vidéo de tous les joueurs individuellement du travail technique, ensuite du match qu'ils ont fait, mais il y a vraiment la caméra sur le joueur, où toi, tu prépares ta draft et tu choisis un petit peu, tu connais Geneviève, parce que fan des États-Unis, tu connais ça, du sport US, et on s'est mis à faire une draft et à récupérer les joueurs qui nous intéressaient. Mais ce qui est beau dans la draft, c'est que tu récupères pas forcément les joueurs qui t'intéressent. Pas seulement. Et là, encore une fois, nous, on a été très, très bons, mais encore une fois, c'est pas moi qui ai été bon. À la limite, moi, j'ai été à l'extérieur de tout ça, parce que j'ai dit à mon staff, moi, vous me connaissez, parce que j'ai vraiment pris mon staff avec lequel je travaillais. Je veux dire, Stéphane Porato, mes 2 enfants, pour le coup, qui me connaissent parfaitement, le coach mental avec qui je travaille, le prépa physique, les kinés, c'est des gens que je connaissais déjà, tu vois. Et la draft, c'était vraiment mon fils qui s'occupait de ça, analyste vidéo, et je lui ai dit, voilà, tu sais qu'est-ce que je veux, tu sais comment je le veux, tu sais quelle mentalité je veux. Et en fait, ils ont fait un travail énorme. Et là, j'ai rien fait. Mais aujourd'hui, le succès qu'a eu United, qui est le nom de l'équipe de Squeezie, au départ, elle est parce que cette draft, elle a été minutieusement faite. Alors que les autres équipes, ils ont pris ça un petit peu à la légère, et ils se sont retrouvés avec des joueurs qu'ils ne voulaient pas forcément. Tu vois. Alors que moi, je me suis mis vraiment à 1000% là-dedans, quoi, tu vois. Donc, et tu as eu cette petite frustration avec eux aussi, de gens qui ne sont pas impliqués, alors pas ceux qui ont fait la draft avec toi, mais de l'équipe que tu as en Kings League. Est-ce que tu as reconnu des signes de ce que tu avais vécu dans le vrai foot? Alors, j'en ai eu un et je l'ai écarté. Voilà, j'en ai juste un. Au revoir. Voilà, sur une draft de 13 joueurs, de 10 joueurs, parce qu'après, tu avais droit à prendre 3 jokers que tu voulais toi, donc ça, forcément, tu ne pouvais pas te tromper. Mais les 10 joueurs draftés, avoir 10%. Avoir juste un joueur, tu vois, c'était exceptionnel déjà, tu vois. Et en fait, mauvaise mentalité, bizarre. On s'en rend compte assez vite. Ouais, on s'en est rendu assez... Il collait pas avec les autres, tu vois. Et nous, ce qu'on voulait créer, déjà, moi, ce qui était important, c'était ce que voulaient les présidents, Squeezie, Gilsey et Maxime Biaggi. Eux, c'était l'unité, tu vois, United. Vraiment, être tous ensemble. Biaggi, tu parles du pilote de moto? Non. C'est un youtubeur qui s'appelle Maxime Biaggi. C'est un très, très gros youtubeur français. J'ai fait exprès. Hein. Oui, j'imagine. Et si tu veux, il y avait ça. Et je ne le retrouvais pas sur ce joueur-là, donc on l'a écarté. Mais sinon, les autres joueurs, mais à 1000% dans le projet. Mais vraiment, parce qu'encore une fois, c'était nouveau. On a vite gagné, donc forcément, tu connais quand tu gagnes, l'ambiance est là.
Forcément, eux se disaient, on est tombé dans la bonne équipe. Puisque celle de Squeezie, tu vois, tout le monde voulait être avec Squeezie. Parce que c'est le gros du projet, Squeezie. Voilà. On ne va pas dénigrer les autres, hein, bien évidemment. Mais si tu veux, sur le championnat de France, sur les 2 mois de championnat de France, ça a été juste exceptionnel. Des rebondissements dans tous les sens, des buts qui valent double, des cartes joker tirées de tous les côtés, tu vois. Et surtout, on avait cet objectif de se qualifier pour la Coupe du Monde des clubs, où il fallait finir dans les 4 premiers, chose qu'on a faite. Et ensuite, on est allé à la Coupe du Monde, où là, on a été chercher le gratin du football Kings League, en fait, tu vois. Donc, finalement, c'est un peu la vocation du foot, qu'il soit Kings League ou foot conventionnel, que de faire des Coupes du Monde et d'avoir des gens qui viennent du monde entier pour parler une même langue. Parce que c'est un peu ça, finalement. La réalité du terrain, ça nous fait comprendre qu'on soit au Kenya ou en Suède, le foot, c'est le foot, quoi. Le foot, c'est le foot. Après, là où il a été bon, Gérard Piqué, c'est qu'il a compris que énormément de gens avaient de plus en plus de mal à regarder un match de 90 minutes. Et oui, c'est ça. Non, tu vois. Alors, je ne vais pas te mentir, hein, une des raisons pour lesquelles je regarde plus presque le foot, alors que bon, j'en ai regardé quelques-uns dans ma vie, c'est que c'est trop long. Ouais, c'est long. Et en fait, il a trouvé ce concept. Et quand on voit les vues sur la première journée de Kings League France, on fait cette première journée de Kings League France, et tu sais, on a un groupe, on reçoit les stats, tout ça, parce que bon, voilà. Et on se dit, avec le staff, on se dit, mais attends, il y a autant de gens, il y a 2 millions de personnes qui ont regardé ce premier match, la première journée de Kings League. Bon, il y a une partie de curiosité, certainement, mais après, tu parlais tout à l'heure des sports US, ce que les US ont compris, c'est qu'il faut avant tout maintenir l'attention des gens. Et donc, il faut rythmer les choses. C'est ce que la Kings League fait, c'est-à-dire que c'est pas juste un temps de jeu. Il se passe des trucs, il y a un scénario, quoi. C'est incroyable. Vraiment, tu sais que j'ai travaillé avec mon staff pendant des années. Je les ai vus se transformer sur des situations, mais je les ai vus sauter, courir sur un... Quand on se qualifie pour la Coupe du Monde, on n'est pas qualifié... à 2 minutes de la fin, on n'est pas qualifié. Et on marque ce but qui compte double... Et je vois un membre de mon staff courir au milieu du terrain, alors que normalement, tu le mets là, tu reviens 2 heures après, il est au même endroit, tu vois, et là, il est parti. Mais tu vois, ça a vraiment... c'est addictif. La Kings League, franchement, c'est vraiment addictif. C'est quelque chose d'incroyable. Ouais, alors pour le coup, moi, j'ai l'impression que ton addiction à toi, c'est plutôt l'aventure humaine. Hein. Oui, l'aventure humaine a été exceptionnelle. Là, il va y avoir une 2e édition. Ouais. Tu vois, et... Est-ce que ça a été profitable ? Enfin, ils ont fait du chiffre d'affaires de ce qu'ils voulaient ? Ouais. Non, vraiment, ça a été incroyable. Les sponsors ont suivi, parce que nous, on avait quand même comme sponsor principal Vinted. Ouais. Tu vois. Et ensuite est venu se greffer Fortnite. Comme... Tu vois que j'ai vu tes maillots quelque part. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu vois, donc... les sponsors ont suivi, donc tout le monde a adhéré, quoi. On s'est positionné quand même très, très... c'est générationnel, hein, parce que Vinted et Fortnite, je suis sûre qu'on fait un petit tour là, sur les plus de 50 ans, je ne sais pas combien il y en a qui connaissent. Hein. Ouais, aussi, mais aujourd'hui, tu vas sur les Champs-Élysées chez Adidas, les premiers maillots que tu vois affichés dans le magasin, c'est les maillots de la Kings League. Tu vois, et il paraît qu'ils partent comme des petits pains. Donc, je pense que... c'est peut-être le pendant de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le foot classique, même encore aujourd'hui, c'est un milieu dans lequel c'est très difficile de faire sa place. Ouais. Le rêve du foot n'est pas accessible à beaucoup, en fait. Hein. Ils peuvent essayer de le vivre, mais il y a un moment donné où ça s'arrête. Ça fait des moments compliqués pour plein de jeunes qui ne peuvent pas arriver jusqu'au bout. Peut-être que ça, c'est une solution aussi. Moi, ce que je souhaite, c'est comme au Brésil et en Espagne, qu'il y ait une vraie ligue professionnelle de Kings League. Tu vois, c'est au Brésil, les joueurs gagnent leur vie avec la Kings League. D'ailleurs, les meilleurs joueurs arrivent du Brésil. Lipao est le meilleur joueur au monde de Kings League et il a été élu là dernièrement. Mec, c'est une star incroyable là-bas. En Espagne, pareil. C'est un peu au Brésil, le foot, c'est un peu la religion. Donc, qu'il soit en Kings League ou qu'il soit en championnat, finalement, le championnat brésilien, c'est pas non plus le plus impressionnant. Hein. Donc, non, mais par contre, ils aiment tout ce qui est spectacle. Ouais. Tu sais, on a joué pendant 2 mois championnat de France, donc à Villepinte, à Paris.
On a eu la chance de se qualifier pour la Coupe du Monde, qui était aussi à Paris, où là, tous les pays qui étaient dans la Kings League sont venus, dont les Brésiliens. Ouais. Mais c'était pas la même salle, en fait. Tu vois, ils sont venus du Brésil, les supporters, ça dansait la samba, c'était incroyable. Mais vraiment... Ouais, parce que là, tout à l'heure, je disais, ton addiction, c'est l'aventure humaine. C'est aussi l'ambiance, parce que il y a une joie de vivre qui vient avec tout ça. Tu parlais des moments où ça a été moins facile dans ta carrière, des moments difficiles dans ta vie privée. Ça a dû compter, le fait d'avoir cette... Alors, c'est pas une adrénaline, mais cette joie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. Enfin, moi, j'ai travaillé dans le football, il y a des moments qui sont très, très forts, quoi. Ouais. Puis en plus, moi, c'était la période de la Kings League. Surtout, ça arrivait dans une période où ma belle-fille était enceinte. Donc... un peu de stress du fait que voilà et en fait ça m'a permis de pas trop y penser, même si tu y penses aussi, tu vois, mais j'étais quand même focus Kings League, tu vois, et bien sûr. Et voilà, donc parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, hein, mais comme je te disais, alors toi tu es un vrai, alors ce qu'on appelle un family man, un vrai, hein. C'est-à-dire tout à l'heure tu disais je voulais arrêter d'être à Toulon parce que je voulais rentrer pour soutenir tout le monde. C'est un peu ton leitmotiv toujours, hein. C'est quand même une espèce de pivot là qui est au milieu de tout le monde et qui donne à chacun tout ce qu'il peut donner. C'est parce que, alors, fils, frère, papa, grand-père maintenant, hein, parce que t'en parles, mari, copain, enfin, ami. T'as quand même, t'as gardé ce truc du football du groupe, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai eu un bel exemple avec mon papa. Ou peut-être c'est ta famille qui t'a fait devenir comme ça et tu l'as appliqué dans le foot, je sais pas. Mais clairement, moi, au jour d'aujourd'hui, je ne serais pas l'homme que je suis si j'avais pas eu les parents que j'ai eus. Encore une fois, j'ai eu ma bonne étoile puisque j'ai rencontré ma femme assez tôt et aujourd'hui, voilà quoi, 30 ans après, on est encore là. Sont arrivés Théo et Thiago, mes enfants, on les a élevés comme on a pu. Hein. On a fait ce qu'on pouvait, exactement, au milieu des valises. Mais c'est vrai que ce côté famille, pour moi, est primordial. Aujourd'hui, je ne prends pas une seule décision sans en parler à la famille. Il y a le conseil de famille chez les Campis. Ouais. Avant, c'était mon père qui le gérait. Là, maintenant, c'est mon grand frère, on va dire, tu vois. mais c'est un conseil de famille naturel, en fait. Tu vois, et puis, il n'y a que de la bienveillance. Il n'y a pas de jugement. Tu vois, parce que pour moi, le jugement, c'est ce qui tue aujourd'hui 90% des relations, tu vois. Il n'y a que de la bienveillance. Il y a aussi des fois... c'est quand il faut taper sur la table, il faut taper sur la table, mais c'est toujours avec bienveillance, tu vois, et jamais avec jugement. Donc voilà, c'est vrai que quand on a une famille où on peut s'accrocher, et voilà, c'est une force. Dans les mauvais moments de ma carrière, quand j'entrais à la maison, j'étais heureux parce qu'il y avait ma famille. Dans les bons moments, j'étais content parce que je faisais profiter ma famille. Et encore aujourd'hui, tu vois, moi, faire la Kings League avec mes 2 enfants dans le staff, mais et qui plus est, m'apporte énormément, puisque c'est les 2 personnes qui me connaissent le mieux au monde, tu vois, qui savent comment je vais réagir. J'avais besoin d'eux aussi, parce qu'eux étaient à la mode, en mode, tu vois, youtubeur, tout ça. Donc, il y a certaines fois où un ou l'autre m'ont dit « Attends, papa, ça, fais pas comme ça, parce que ça va pas le faire comme ça, tu vois. » Donc voilà, et c'est primordial, ouais, c'est primordial. Ouais, j'allais te dire, est-ce que, tu vois, tu en as parlé spontanément, mais est-ce que le fait que tes enfants ne fassent pas de carrière de football, puisqu'ils ne sont pas devenus footballeurs. Est-ce que pour toi, ça a changé quelque chose ? Enfin, est-ce que tu pensais qu'il y en avait un des 2 qui le ferait ? Alors, je te dis la vérité, ça a été un soulagement, en fait. Ouais. C'est vrai ? Ouais. Alors moi, ça a été marrant parce que le grand, qui avait pas forcément de qualité footballistique, avait le mental pour y arriver. Et le petit, qui lui avait les qualités footballistiques, n'avait pas le mental pour y arriver. Tu vois ? C'est souvent comme ça, d'ailleurs. C'est souvent comme ça. Et si tu veux, tu comprends assez vite ? Alors, je comprends assez vite que le petit, n'ayant pas le mental pour y arriver, il y arrivera pas, parce que pour moi, le mental fait 95% du chemin, vraiment. Et j'en suis la preuve devant toi. Mais le grand, il est quand même rentré au centre de formation de Tours, tu vois. Et chez Jean-Luc.
Chez Jean-Luc, exactement. Période Jean-Luc, exactement. Et il est resté 2 ans. Et en fait, c'est pas un garçon qui se plaint. Il s'est jamais plaint. Voilà. Mais bon, t'es une maman, on est parents, on sent. Et je disais à ma femme, sur la fin, je me disais, je suis pas sûr que... Voilà, il y est bien, mais quand même. Et en fait, l'anecdote est que la première fois, en pleine saison, sur la 2e saison, il est venu un peu à me dire... il a eu cette phrase, il m'a dit, tu sais papa, je suis pas sûr d'arriver à faire tous les sacrifices que toi, tu as pu faire. Parce que lui, il m'a connu vraiment joueur, il a connu les galères, il a connu les succès, tout ça, mais dans ma vie, tu vois, il m'a dit, je sais pas si je suis capable de me remettre en question tous les jours. Il n'avait pas fini la phrase, que j'ai pris ma voiture et je suis monté le récupérer à Tours. Voilà. Et en fait, ça a été un soulagement pour lui. Quand je suis arrivé, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, écoute, je prends tes affaires et on rentre. Voilà. Et en fait, ça l'a libéré, en fait, tu vois. Parce que je pense qu'inconsciemment, il voulait faire ça aussi par rapport à moi, par rapport à son grand-père, tu vois. Oui, parce que tout à l'heure, tu parlais de la famille. Il y a aussi un poids, hein, c'est une force, et ça peut être un poids aussi. De vouloir suivre un chemin qui a été tracé par d'autres. Je pense que Théo avait ce poids-là. Mon fils avait ce poids-là, tu vois, de vouloir suivre les traces. Et je pense que là où on a été bon, c'est de justement pas le forcer et lui dire, mais je me souviens lui avoir dit, tu sais, le football, c'est pas une fin en soi. Hein. Aujourd'hui, tous bons parents font les enfants pour qu'ils soient heureux et pas pour choisir nous-mêmes ce que vous allez faire, tu vois. Donc, je me souviens, j'avais été voir le directeur du centre de formation, je dis, voilà, directeur, je voudrais signer une lettre. Il me dit, mais non, non, ça se passe pas comme ça. Je dis, mais si, en fait, ça va se passer comme ça parce que il veut plus rester, donc on s'en va, quoi, tu vois. Et il y avait les copains de Théo qui me disaient, mais en fait, moi, si je dis ça à mes parents, ils me coupent la tête, quoi. Oui, parce qu'il y a peut-être une dimension dont on parle pas beaucoup là-dedans, mais c'est les moyens. Il faut vivre, quoi. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se lancent dans cette aventure-là parce qu'il y a la promesse des moyens, de l'argent, du salaire, du niveau de vie. Est-ce que ça ne fait pas disparaître la passion ? Ouais, peut-être. Après, moi, je pars du principe que si tu n'es pas épanoui dans ce que tu fais, les moyens ne vont pas arriver. Il y a peu de chances pour Ils ne vont pas arriver. Donc, il faut être épanoui, surtout dans le football, surtout dans le sport de haut niveau. Si tu n'es pas épanoui et si tu n'es pas prêt à mourir pour être le meilleur et pour être... tu penses que, je te coupe, mais tu penses que Yamal, aujourd'hui, il est épanoui quand il est sur un terrain ? C'est ça qu'il a envie de faire ? Oui, ça se voit. Pour le coup, ça se voit. On peut se poser la question pour Kylian, par contre. Hein. Il y a peut-être des moments où il est peut-être pas si heureux que ça. Il démontre le contraire en ce moment. Ouais, tu vois. Non, c'est des passionnés de football, c'est voilà. Puis ça, là, on parle de joueurs qui sont extraordinaires, stratosphériques, tu vois. C'est des joueurs qui sont incroyables. Mais pour les jeunes qui tu sais, il y a 3 catégories de footballeurs. Hein. Il y a ceux que tu viens de citer, hein, Yamal, Mbappé, tous les internationaux de tous les pays du monde qui sont des joueurs aguerris, pas de souci. Jude Bellingham. Voilà, qui ont des galères, mais malgré tout, qui ont des salaires conséquents. Oui, et puis qui sont hors du commun. Voilà. Enfin, Vinicius, c'est des types qui, à 20 ans, sont millionnaires. Quoi. Exactement. Ensuite, tu as la classe moyenne du footballeur, tu vois, qui joue dans un petit club de Ligue 1, club de Ligue 2, qui gagne pour le commun des mortels beaucoup d'argent, mais qui dure 10 ans, 8 ans, 7 ans peut-être, tu vois. Donc, voilà. Et puis après, tu as les autres qui jouent en National 2, National 3, qui gagnent leurs 500, 1000 euros par mois et qui galèrent et qui espèrent durant toutes ces années de franchir le cap et d'arriver en National, en Ligue 2, en Ligue 1. Mais malgré tout, toutes ces années, ils sont en N2, N3 à gagner 1000 euros, 1200 euros, 1500 euros. Alors tu vas me dire, ils font leur passion en même temps de... Oui, mais voilà, tu vois. Il faut joindre les deux bouts. Exactement. Même, hein. Parce qu'avec 1500 euros par mois, on ne fait pas grand-chose. Et pourtant, il y a énormément de gamins qui pensent pouvoir le faire et ils galèrent dans des clubs de N2, N3 à attendre le moment. Et voilà. Et si tu veux... Là où mon fils a été bon, c'est qu'il ne voulait pas faire ça. Lui, il voulait être ou là-haut ou arrêté. Tu vois. Et donc, il comprend qu'il ne peut pas être là-haut. Et il comprend qu'il ne peut pas être là-haut. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il me dit, écoute, en fait, moi, aller jouer en N2,
j'en ai pas envie, quoi, pas... tu vois. Donc voilà, il est reparti sur un cursus professionnel. Et alors, il reprend ses études, qu'est-ce qu'il fait quand il revient? Il reprend ses études de gémologie. Ouais. Dans la famille Campi, moi, je voudrais le gémologue, après le restaurateur, l'agent immobilier. Exactement. Voilà, je voudrais le gémologue. Ouais, dans la gémologie. Mais je crois que ton autre fils a aussi un métier particulier. Hein. Il est pas... Ouais. Il me semble que lui, c'est avec les bateaux. Ouais, exactement. Il est capitaine de bateau, capitaine de sang. Ouais. Mais tu vois, encore une fois, quand je te dis que les étoiles sont souvent alignées chez nous, c'est qu'en fait, Théo, arrêtant le foot semi-professionnel, qui, voilà, dans un centre de formation, repart sur des études de gémologie, où il rencontre à Paris, dans l'école de gémologie, sa future femme, qui nous font la petite Sienna aujourd'hui, tu vois. Donc, oui, donc voilà. C'est ce que je te disais tout à l'heure, ça s'enclenche, en fait. Et comme quoi, moi, je pars toujours du principe que quand une fenêtre se ferme, un portail s'ouvre. Et ça m'a toujours animé, ça, tu vois. À chaque fois que j'ai eu une galère, j'ai toujours vu le petit, la petite lueur où je me disais, ah, elle est là, c'est par là qu'il faut que je passe, tu vois. Tu appelles ça comment? C'est de l'optimisme? Je sais pas. Mais en tout cas, je l'ai. Tu vois. Tu l'as transmise? Est-ce que tes enfants, ils sont comme toi? Ouais, je pense. Ouais. Je pense. Oui. Pour le coup, Théo, il nous l'a prouvé. Ouais. Voilà. Et Thiago, avec ses bateaux... Parce que bon, il a personne dans la famille qui... Parce que souvent, on dit, on arrive sur un chemin qui est tracé, quoi. Lui, il arrive sur les bateaux. Ah ouais. Alors lui, c'est marrant, parce que comme je te disais, très bon footballeur. Mais donc il a toujours joué dans les équipes 1 à Monaco et compagnie. Et quand arrivaient les fins de saison où forcément Monaco dans les équipes 1, t'es appelé à aller faire le tournoi de Barcelone, le tournoi de Munich, le tournoi à droite, les plus beaux tournois. Lui, il me disait, en fait, je vais pas y aller parce qu'il y a des chasses qui vont arriver, des chasses de poissons, et je veux pas rater ça. Tu vois. Donc passionné par la mer. Comment tu gères ça, la première fois où il te dit alors non, il y a une chasse là, et donc je vais pas aller au tournoi où certainement toi tu aurais rêvé d'aller, quoi. Ouais, exactement. Écoute, en fait, par rapport à ça, avec Thiago, très tôt, on a mis un truc en place. On lui a dit, si tu t'engages quelque part, tu vas au bout. Ouais. C'est-à-dire, si tu t'engages, parce qu'il voulait jouer au foot, tu vois. Mais de temps en temps, il me dit, non, je veux pas aller à l'entraînement, je veux aller pêcher sur la digue, tu vois. Mais à un moment donné, il y a un entraîneur qui compte sur toi. Tu as pris la place d'un garçon qui lui peut-être aimerait être à ta place, mais il n'y est pas. Donc rien que pour ça, tu dois respecter ça et tu dois y être, tu vois. Et en fait, les tournois, c'était différent parce qu'on pouvait dire avant s'il venait ou s'il venait pas. Donc les éducateurs, en plus, je les connaissais bien parce que moi, c'est la période où j'étais entraîneur à Monaco, tu vois, qui me harcelaient, qui me disaient, non, il me faut Thiago. J'ai dit, mais les gars, moi, je vais pas forcer mon fils à aller faire quelque chose qu'il n'a pas envie. Par contre, un mois avant, je te le dis, ne compte pas sur lui. Fais plaisir à un autre gamin parce que lui, c'est le temps de la chasse des pélamides ou je sais pas quoi, tu vois. Et du coup, ce qui l'intéressait, c'était ça, tu vois. Et aujourd'hui, il en a fait son métier. Il a créé sa société. Il emmène des gens voir des baleines, des dauphins. Et il est heureux comme ça. Et je pense réellement qu'il a passé plus de temps sur l'eau que sur terre. Tu vois. Donc, de temps en temps, il lâche un peu, puisque tu disais qu'il était avec toi dans le staff de Kings League. Donc, de temps en temps, il lâche un peu. Est-ce que qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là? Parce que je peux pas te dire à toi, je peux pas te dire à toi qu'est-ce qu'on te souhaite. Parce que forcément, moi, j'étais en face, mais j'ai tous ces gens dont on vient de parler, c'est tes fils, ta femme, ta petite fille, etc. Ils sont tous là avec toi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous tous? Non, mais tout simplement d'être heureux comme on l'est et épanoui et voilà, avec les hauts et les bas, parce qu'à un moment donné, comme je le dis souvent, les mauvais moments sont faits pour apprécier les bons, parce que s'il y avait que des bons, on s'embêterait un petit peu aussi, bien trouvé. Tu vois, donc voilà, je veux dire, c'est voilà, nous on fait notre petit bout de chemin, on n'embête personne et puis voilà, on est heureux en famille et puis on avance tranquillement. Tu me confirmes quand même qu'il y a une deuxième édition de la Kings League et qu'on va retrouver United engagé toujours dans cette deuxième édition. Ouais, à partir du mois de mars, il y a les try-outs qui vont prendre au mois de février, pareil, et on va refaire normalement une draft et on va essayer de recréer ce qu'on a créé sur la première édition.
Alors ma peur, elle est là, tu vois, elle est de dire, est-ce que les pros, tu sais, c'est comme les films, hein, le 1, il est toujours mieux que le 2. Donc je me dis, il faut qu'on crée la même chose. C'est un petit peu le poids qui est au-dessus de notre tête, tu vois, de dire, voilà, il faut pas qu'on se déchire, parce que... Mais au-delà des résultats, tu vois, parce qu'encore une fois, les résultats sont bien, mais Squeezie, ce qu'il voulait, c'était vraiment qu'on ressorte grandi, tous ensemble, et qu'on donne une belle image, tu vois. Et c'est ce qu'on a fait. Et forcément, quand tu mets l'envie, la bienveillance, forcément, tu as des résultats derrière. Oui, je serais tentée de te dire, la belle image, ça sera moins compliqué que les résultats. C'est clair, c'est clair. Surtout que tu fais vite de déborder en Kings League, parce qu'il y a tellement d'intensité. Et... Donc, non, franchement, ça a été une édition au top, et en espérant que la deuxième se passe de la même manière, en espérant voir une caméra de Monaco Info sur une édition, j'espère, avec Paco au micro. On va venir. Pourquoi pas? Oui, parce que là, juste avant de finir, avant de te retrouver en mars à la Kings League, on peut te retrouver assez régulièrement avec nous pour les experts. Mm-hmm. Tu fais partie de l'équipe des experts, et notamment sur le foot. Peut-être pas que, parce qu'on va peut-être créer des experts golf, hein. Qui sait? Mais on n'en a pas parlé non plus. Pourquoi pas? Bon, voilà. Je serais meilleur expert football, mais après, pourquoi pas? C'est vrai que ma passion pour le golf peut te reprendre. Exactement. Bon, en tout cas, si on ne se voit pas d'ici mars, on te retrouve dans les experts. Et merci d'avoir passé un moment avec nous. Merci à toi, Geneviève.